Dans la série Philosophe et philosophie contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel, consacrée aujourd'hui à John Pocock et Quentin Skinner, la pensée politique anglo-saxonne, avec le docteur Marielle David, pédiatre et pédopsychiatre, le géopolitologue et historien Alexandre Adler, le doyen François Guéry, philosophe, et Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Et à la régie, notre ami Philippe Sinclair. Donc aujourd'hui, après l'art, dans notre série Philosophie et philosophes contemporains, eh bien, nous nous tournons vers la science politique, la pensée politique contemporaine. Alors chacun sait qu'en France, n'est-ce pas, la discussion politique est un sport national, mais il faut bien que nous le reconnaissions. En vérité, les discussions qui ont continué de nous occuper sont davantage des discussions concernant la révolution sous ses deux formes, la révolution sociale, la révolution conservatrice, plus que la République, la démocratie, le développement des démocraties. Et sur ce point, il y a incontestablement une avance prise par nos amis ou collègues anglo-saxons, anglais et américains. Alors, évidemment, je sais qu'en France, il y a des penseurs comme Daniel Lindenberg, Régis Debray, Mona Ozouf, Elisabeth Badinter, Dominique Schnapper ou Jacques Julliard qui s'intéressent à la République. Mais ce n'est pas les gros bataillons. Et ce qui fait une grande différence avec d'autres démocraties, en particulier, évidemment, les démocraties anglo-saxonnes. Alors, qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, il faut reconnaître que sur ce point, il y a une avance, indiscutablement, dans les recherches, n'est-ce pas, des penseurs anglo-saxons. Et donc, nous voulons vous présenter, en espérant que cela vous intéressera, deux grands penseurs, John Hogarth Greville Pocock et Quentin Skinner. Nous commençons par Quentin Skinner et en particulier par un extrait de l'œuvre qu'il a rendue célèbre, Le moment machiavélien. Nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Aujourd'hui, donc, John Pocock et Quentin Skinner, la pensée politique anglo-saxonne. Il est bien connu que la culture américaine est hantée par des mythes. Ces mythes ont longtemps consisté à dire que l'alliance puritaine a connu une seconde naissance avec Locke, saint patron des valeurs américaines. La querelle de l'histoire a longtemps été perçue comme une tentative constante pour fuir dans la nature sauvage afin d'y reproduire l'expérience lockienne de fondation d'une société naturelle. Mon interprétation met plutôt l'accent sur Machiavel, aux dépens de Locke. Elle suggère que la République, concept dérivé de l'humanisme de la Renaissance, est l'héritière authentique de l'alliance et de la crainte de la corruption. Un moment machiavélien avec la fragilité de l'expérience et l'ambiguïté de la République dans le temps. La nature dans laquelle les Américains se précipitaient n'était pas seulement un désert sauvage puritain, lockien ou arcadien, mais cette vita activa dans laquelle le zoon politikon, autrement dit l'animal politique, accomplissait sa nature, mais qui, depuis Machiavel, était devenu de plus en plus difficile à concilier avec l'existence dans le temps. Cette contradiction a donné lieu à la dialectique de la vertu et du commerce comme querelle avec la modernité. Cette confrontation de la vertu et de la corruption constitue le moment machiavélien. Les Américains ont hérité des structures conceptuelles dans la continuité de l'analyse classique de la corruption et de la dénonciation successive par les humanistes civiques de César et de Laurent de Médicis. La République américaine perpétue la tension entre la vertu et le commerce, la tension puritaine entre l'élection et l'apostasie, la tension machiavélienne entre vertu et expansion. Texte donc de Pocock, extrait du Moment machiavélien, la pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique aux éditions des Presses universitaires de France en traduction française. 1924, vous voyez, c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et après des études à Cambridge, il est devenu professeur d'histoire à la Johns Hopkins, Université de Baltimore.
C'est donc au départ un médiéviste. Il a commencé par écrire sur la Constitution ancienne et la loi féodale de l'Angleterre. Mais bien entendu, c'est sa grande publication, Le Moment machiavélien, dont ce texte est extrait, qui lui a valu la célébrité. Il a aussi continué. Il a écrit en particulier 6 livres très remarquables sur la lumière, sur les Lumières, barbarisme et religion. Et donc nous sommes très heureux de vous présenter John Pocock aujourd'hui, parce que peut-être que c'est une des premières émissions qui lui est consacrée. C'est une très grande figure de la pensée politique contemporaine. Et alors, ce texte, bien entendu, nous sommes tous parfaitement conscients que ce texte peut paraître opaque, parce que c'est très loin, n'est-ce pas, de ce dont nous discutons habituellement. De quoi, au fond, est-il question? Eh bien, des mythes, n'est-ce pas, de la culture américaine. Voilà l'idée des représentations symboliques que la culture américaine se fait d'elle-même. Le moment machiavélien, voilà si vous voulez, je montre son livre qui a été traduit tardivement en France, presque un demi-siècle, n'est-ce pas, après sa publication aux États-Unis. Eh bien, c'est une traversée à partir de la Renaissance jusqu'à nos jours de toute la culture anglo-américaine, de tout le développement politique américain. Et donc, ce que retient notre ami Pocock, ce sont ces formes symboliques. C'est au fond une investigation qui est issue de la culture, au fond de Warburg, et en particulier, il s'est appuyé sur les travaux de Hans Baron, autre historien parti de la République de Weimar pour atterrir avec d'autres comme Panofsky aux États-Unis. Et alors, ce que nous dit ici Pocock, c'est que la pensée politique moderne qui concerne le monde anglo-saxon, eh bien, doit être au fond comprise à partir de Machiavel. Et il se décale d'une idée que nous avons tous apprise, à savoir qu'au fond, le monde anglo-saxon, c'est le libéralisme. C'est le libéralisme, et eh bien, Pocock dit non, il y a un autre courant aussi important, aussi fondamental, peut-être plus important, qui est le républicanisme. C'est ce courant-là qu'il a suivi. Et dit-il, ça vient de Machiavel et ça vient de l'humanisme civique, c'est-à-dire en fait de la Renaissance. Et donc, il en tire au fond de cette mythologie, n'est-ce pas, de cette forme symbolique américaine, de cette représentation, 3 idées principales. Premièrement, la conscience de la fragilité de l'expérience de la République. Et il développe donc cette fragilité à travers toute l'histoire anglaise et américaine. Deuxièmement, le fait que cette République du Quattrocento, là, puisque tout vient du moment Machiavel et avant de la pensée politique de la Renaissance, elle s'est tournée vers l'humanisme civique, c'est-à-dire, dit Pocock, une politique qui vient d'Aristote, la politique aristotélicienne. L'idée que les hommes sont d'abord des animaux politiques, zoon politikon, que la vita activa du citoyen l'emporte sur la vie contemplative du Moyen-Âge, et que, en fait, cette citoyenneté repose fondamentalement sur la liberté et l'égalité. Et Pocock dit, eh bien, en fait, dans cette République de Florence, et évidemment aux États-Unis, au fond, ces idées ont fait florès, et elles ont d'autant plus fait florès qu'elles sont appuyées sur une représentation qui traverse toute la culture italienne, celle de l'opposition entre la vertu, virtus ou virtu, et la fortune, fortuna. Et l'idée qu'au fond, par une énergie, celle de la vertu humaine, on peut prendre aux cheveux la fortune et lui imposer sa loi. Et dit-il, à partir de là, évidemment, il y a dans cet héritage machiavélien une tension fondamentale entre donc la vie civique, n'est-ce pas, et l'autre aspect, là encore, qui vient de la République florentine, le commerce
le commerce avec finalement ce qu'il peut entraîner de corruption, de mise en délicatesse avec la morale courante. Bon, on sait que c'est un des traits de ce qu'on appelle le machiavélisme. Donc une tension. Mais cette tension entre donc la vertu et le commerce, elle existe aussi avec le second courant qui a innervé le développement politique anglo-américain, qui est le développement puritain, c'est-à-dire une tension, enfin la révolution des saints, comme on dit certains historiens, l'idée de l'élection et l'idée évidemment de l'apostasie, et surtout également, pour revenir une dernière fois à Machiavel, eh bien, une tension entre la vertu et quand même la force, n'est-ce pas, l'empire, l'extension qui existait déjà à Florence. Alors, évidemment, je conclus ce texte pour dire que, au fond, il y a une lecture du développement anglo-américain, et en particulier de l'Amérique, et dont on devrait apprécier si elle nous semble juste ou pas. Si vous me permettez de verser un dernier témoignage pour au fond, montrer la profondeur de la conception de Pocock, c'est le film que Spielberg a consacré à Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, qui paraît comme la figure éminente de la vertu, qui est allé à Washington, savent combien il est respecté aux États-Unis. Eh bien, dans ce film, Spielberg montre que pour faire passer au fond, l'abolition de l'esclavage au Congrès, il n'a pas hésité à être machiavélien, c'est-à-dire à acheter des voix, à se tourner sur sa gauche, à se tourner sur sa droite. Il a eu un comportement machiavélien. Et que d'ailleurs, qui paraît normal, n'est-ce pas, et qui est approuvé. Eh bien, donc au fond, c'est une représentation de la politique bien différente de la nôtre. Alors, cher Alexandre, je me tourne vers vous pour vous demander... est-ce que vous êtes d'accord, n'est-ce pas, de cette idée que, au fond, dans le développement anglo-américain, il n'y a pas que le libéralisme auquel on le réduit, il y a aussi un courant républicain. Dites-nous quelques mots sur ce républicanisme et ce libéralisme qui se partagent nos amis anglo-saxons. Bien, d'abord, évidemment, comme les historiens britanniques l'ont toujours souligné, l'Amérique est quand même la fille de l'Angleterre, même si c'était une fille rebelle, même si elle est aussi très influencée par les Lumières françaises, notamment tout le parti démocrate Jefferson, qui était un francophile convaincu et même fanatique. Mais disons quand même que la pensée anglaise est là. Et dans la pensée anglaise, bien entendu, il n'y a pas que la République, il n'y a pas plutôt, pardonnez-moi, je dis exactement l'inverse, il n'y a pas que la démocratie et tout ce que l'Amérique a ensuite développé de manière magnifique. Il y a la République. Et le terme de République signifie, avant d'être l'étiquette d'un parti, le Parti républicain, précisément créé par Abraham Lincoln et ses émules, il a d'abord été effectivement une référence à quelque chose qui était de l'ordre de l'autorité de l'État, de la raison d'État et effectivement d'un dépassement tout simple des intérêts politiques, économiques, sociaux, géographiques qui ont permis à l'Amérique d'être cet État fédéral avec sa complexité et finalement de défier la complexité jusqu'à réussir son expansion dans des conditions qui, en fait, nous apparaissent avec le recul de plus en plus admirables. Pourquoi, par exemple, la Californie n'est-elle pas devenue, notamment pendant la guerre de sécession, un État indépendant? Elle aurait pu y être conduite. Beaucoup de républiques espagnoles, hispaniques au sud du Rio Grande l'ont fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un éclatement de l'unité politique de l'Amérique latine qui n'a jamais réussi, malgré le rêve de Bolivar, de créer des Jeux olympiques et de se rassembler à Panama. Bon, je veux dire que Panama n'était pas un bon endroit pour les fièvres à l'époque. Oui. Mais enfin, bon, ils n'ont jamais fait. Et au contraire, eh bien, on voit cette raison d'État dominer aux États-Unis. Et bien entendu, cette raison d'État n'est pas dans la Constitution. Elle est bien au-delà. L'idée que la République est une et indivisible, qui lui vient de la France, hein, bien sûr, et du jacobinisme français, a été finalement l'hymne, on le voit d'ailleurs dans le film Abraham Lincoln, de la guerre de sécession.
Oui, n'est-ce pas? mais il y a quand même la John séparation Monroe. des pouvoirs. Ce n'est plus la République une et indivisible. En tout Et cas, le fédéralisme. la bataille contre les confédérés a bien été celle-là. Oui. C'était la République une et indivisible, une seule République, c'est bien sûr John Brown et l'insurrection anti-esclavagiste qui a finalement donné son hymne à la seconde révolution américaine qu'a été cette guerre de Ouais, sécession. si je vous suis, Alexandre, vous nous dites qu'il y a de l'État dans la République américaine, ce qui est vrai, mais il n'y a pas un État au sens il y en a un dans la République française. Alors, peut-être que Par exemple, on emploie ce terme que l'on voit aussi dans un autre film ultra classique maintenant, qui est consacré à la lutte contre la prohibition, à Elliot Ness et aux incorruptibles, précisément. les fédérales, c'est la puissance fédérale. On dit, quand on lui dit pourquoi il ne boit pas, Elliot Ness, eh bien, it's a law of the land. C'est l'expression. Et d'ailleurs, il dit, lorsqu'on lui annonce que peut-être Franklin Roosevelt, fort heureusement, va mettre fin à la prohibition de l'alcool, il dit j'irai prendre un verre. Et c'est donc que la liberté de l'État est fondamentale et domine la liberté des citoyens et des États. C'est évidemment, il y a quand même un contrepoids, et la Cour suprême l'a représenté combien de fois? C'est the law of the land, et c'est la raison pour laquelle finalement, après une lutte civique très longue, finalement, la deuxième volet de la guerre de sécession, c'est-à-dire les droits civiques, ont fini par être obtenus par les Noirs. Les Indiens ont été réhabilités petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et l'Amérique n'est pas encore arrivée au bout de son processus d'épuration. Mais actuellement, évidemment, nous le vivons avec le nouveau président. Mais alors, je reviens à Pocock, si vous le voulez bien, et je vais me tourner vers notre ami François Guéry. Cher François, comment vous comprenez cette analyse de la mythologie américaine qui, effectivement, fait une place à la République, mais une République, au fond, de cité, la République de Florence, une République qui n'est pas tout à fait, je vous prie de me pardonner, Alexandre, de vous nuancer un peu, mais n'est pas une République d'État. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ça vous paraît juste? D'abord, ce que dit Pocock. Je me réjouis, en tant que philosophe, si on veut, d'abord de voir un Machiavel malgré tout réhabilité, puisqu'il fait partie des pères fondateurs d'un très grand État moderne qui est un pôle dans le monde. D'un autre côté, je me réjouis aussi, philosophiquement parlant, qu'Aristote soit ici pris en compte également comme une source la source fondamentale de la pensée politique. Et que les principes même de la politique d'Aristote, ils soient présentés sous un jour favorable et comme légitimation d'un État républicain qui serait donc l'Amérique d'aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, je trouve qu'on l'a échappé belle. Pourquoi? Parce que ce qui est décrit comme une mythologie, d'accord. C'est moi qui utilise ce terme, c'est plutôt une forme symbolique. Si j'ai bien compris, donc il y a d'un côté la mythologie, les fausses origines, les origines imaginées, et d'un autre côté ce qui serait plus vrai, qui serait donc, alors si j'ai bien compris, que Machiavel aurait malgré tout influencé, été une lecture de ceux qui ont fait l'Amérique. Alors d'abord l'Angleterre avant l'Amérique. Il dit d'abord par Harrington. Justement, alors cette alliance puritaine, je me renseigne, je cherche à comprendre de quoi il s'agit. Donc cette alliance puritaine est d'abord en Angleterre et elle lutte contre l'anglicanisme qui est, selon ces gens, donc, un compromis répugnant avec l'Église de Rome, avec le catholicisme considéré comme la source même de la corruption la plus inacceptable. Ça, je parle donc de gens qui sont en Angleterre. Alors, il fuit donc l'Angleterre puritaine parce qu'elle est compromise, pas assez pure, etc. Ils sont puritains. Ils se rendent donc en tant que pèlerins aux États-Unis, dans la région de Boston, c'est-à-dire de la future Boston, plus exactement. Ils fonderont donc cette Amérique de la côte Est, donc, qui est la gentry américaine. À Salem, donc je raconte l'histoire de Salem que tout le monde connaît à cause d'Yves Montand, etc., des sorcières de Salem. Ces gens qui sont des puritains, donc, qui sont, si on veut, alors
dire des luthériens, pourquoi pas, enfin il y a quelque chose Ils comme étaient ça. calvinistes, Ça plutôt. ressemble assez à du Savonarola, beaucoup plus qu'à du Machiavel, c'est certain, et à du luthéranisme. Donc ces gens qui sont aussi... Je suis sûr que c'était des luthériens, qui n'étaient pas plutôt je ne sais calvinistes. pas. Non, ils étaient calvinistes, Ils bien étaient sûr, mais calvinistes, calvinistes il n'y a pas de intégristes, luthériens. presbytériens. D'accord, Oui, d'accord. Voilà ce qu'ils font. Je raconte quand même ce qu'ils font. D'abord, ils ont fini par pendre 20 personnes soupçonnées de sorcellerie. Ce sont des frustrés sexuels. Ils déshabillent des filles en public pour vérifier si elles n'ont pas allaité le diable, parce qu'ils estiment que les sorcières allaitent le diable, et donc elles ont des seins spécifiques. Enfin bon, toutes sortes de monstruosités. Or, cette réaction Celle que l'on anticatholique- reverra avec le macartisme. Hein. Oui, alors oui, c'est ça. C'est-à-dire donc cette mythologie, évidemment, elle est, si je puis dire, assez prégnante pour expliquer certains traits de cette Amérique puritaine. Je donne un exemple. Pendant la guerre froide, on fonde Playboy. Pourquoi ? Ces Américains puritains estiment qu'il faut quand même se montrer un peu plus humain avec le sang chaud que ces pisse froids du monde communiste. Alors donc, on crée Playboy, on montre des femmes nues, etc. Alors qu'en fait, ça choque. C'est Ça juste après la publication du rapport Kinsey sur la vie sexuelle des Américains, qui a été une bombe contre le Oui, puritanisme. donc, alors, vous allez dans le sens de Pocock, il y a donc une tension, c'est Oui. ce que dit Pocock, une ambivalence fondamentale mais dans cette culture. Ce qui me surprend le plus, c'est que Machiavel soit ici pris, non pas comme quelqu'un qui est jaloux de l'indépendance de la cité menacée par des empires, dont la France, etc., mais comme celui qui met en opposition le commerce comme corruption. Ça ne m'avait pas particulièrement frappé en lisant Non, mais ce n'est pas j'en à sais Machiavel rien. qu'il réfère ça, c'est qu'il Et y a... la vertu qui n'est pas, à vrai dire, la vertu au sens justement dont on vient de parler, mais la vertu, c'est l'énergie, c'est le courage, etc. Donc voilà. Alors, moi, j'attends de lire dans Pocock la démonstration selon laquelle, effectivement, les fondateurs de l'Amérique ont été des machiavéliens, des lecteurs de Machiavel, et y ont trouvé cet aliment. Je sais pas. Alors, écoutez, voilà, je vous renvoie à ce livre, d'accord. cher François. Oui, Donc, je me tourne vers notre ami Alexis. Alors, c'est une autre question, Alexis, que je voudrais vous poser. Au fond, c'est la lenteur avec laquelle une réflexion qu'on n'est pas obligé évidemment d'approuver entièrement, mais une réflexion qui met quand même, qui nous dérange, hein, qui dérange nos idées reçues, à savoir que la pensée anglo-saxonne, c'est le libéralisme, que non, il y a un républicanisme d'un type particulier aux États-Unis, dont nous venons de dire quelques mots. Pourquoi ça a mis tant de temps à arriver ici ? Vous savez, je vous rappelle que Léo Strauss, Hannah Arendt, pareil, hein, même histoire. Ils ont mis 50 ans à être traduits. Alors qu'est-ce que vous nous dites de ça, Alexis ? Probablement, Blandine Kriegel, 3 raisons qui ne doivent pas seulement leur force au provincialisme français, qui existe. La France, finalement, reçoit toujours avec un effet retardé, vous le savez mieux que quiconque, la pensée anglo-saxonne. 1. Tir de barrage des libéraux. Les libéraux en France, au fond, ne comprennent pas cette pensée républicaine, cette pensée centrée sur le développement de la démocratie et de l'état de droit, car ils pensent, selon une logique qui est au fond du marxisme inversé, que le progrès du doux commerce que vous évoquiez tout à l'heure va ipso facto, comme la nuée porte l'orage, développer la démocratie. On voit bien, avec un certain nombre d'exemples qu'on ne va pas citer, que ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première série de raisons. Deuxième série de raisons. Vous avez, à l'extrême gauche du spectre politique, mais ils ont leurs influences dans les institutions universitaires françaises, un certain nombre de personnes qui ont une idée au fond très schématique, on va dire même très archaïque du pouvoir. Tout pouvoir est potentiellement tyrannique ou totalitaire. Donc difficulté de tous ces gens-là, Alain Badiou, Giorgio Agamben, Tony Negri, à penser l'existence de pouvoirs qui soient des pouvoirs démocratiques, fondés notamment sur le check and balances et sur l'approfondissement de l'état de droit. Et puis troisième raison, alors là elle concerne plutôt une droite traditionnaliste, il y a des courants, on va dire depuis qui sont sous l'influence de Carl Schmitt notamment, mais qui pensent qu'il n'y a pas de spécificité en quelque sorte de la République, et que tout ceci, comme le dit un polémiste bien connu ces jours-ci, n'est que du baratin, n'est qu'une sorte de superstructure idéologique déconnectée des enjeux réels. Donc pour tous ces gens-là, la philosophie de la République, dont vous êtes une pionnière en France, demeure quelque chose d'étrangement exotique et incompréhensible.
Et pourtant, n'est-ce pas, nous vivons dans un régime qui s'appelle républicain, qui est démocratique. Alors, qu'est-ce que vous ajouteriez à cela, notre cher Alexandre? Eh bien, comme Caton du TIC, qui terminait toujours, Caton l'ancien, pardon, qui terminait toujours ses discours en parlant des Carthaginois, même si ce n'était pas le sujet, voilà, d'Elenda Esthercado, je vais parler quand même de Zemmour, dont il faut parler toujours. Eh bien, oui, effectivement, nous avons aujourd'hui un problème fondamental, c'est qu'on est en train de mettre sur le pavois un ennemi de la liberté de conscience, un apologète de Vichy, quelqu'un qui serait déjà déchiré et jeté aux orties s'il ne s'appelait pas Zemmour. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout Vichy, toute la réaction que j'aborde est absolument heureuse d'avoir trouvé ce petit juif en révolte dont les parents ont été à l'OS. Bon, encore ça, je leur pardonne bien volontiers, vu la tragédie qu'a été l'Algérie. Mais enfin, l'OS veille encore sur sa tête. OS veille. Et même si je suis d'accord que Giscard ait réintégré les anciens des commandos Delta, même eux, dans la République giscardienne, tant mieux pour lui. Mais je n'aurais pas voté pour eux pour cette raison-là, déjà. Mais là, par contre, oui, OS veille. Alors, c'est très important, effectivement, de repenser, comme Caton nous y invite à propos de Carthage, delenda est Vichy, delenda est OS. Il faut détruire ces forces qui sont l'anti-France, contre la France. Nous sommes loin de l'Amérique, là. Et bien entendu, tous ces Algériens qui ne veulent qu'une chose aujourd'hui, puisque maintenant c'est cela, la brouille avec l'Algérie, c'est qu'on ne laisse pas les Algériens venir en France. On a tort d'ailleurs, parce que on se prive ainsi, mais il faut dire qu'ils se moquent du monde puisqu'ils n'acceptent pas les gens qu'on expulse. Alors bon, il va falloir discuter avec eux. Mais moi, je suis fier que toute l'Algérie aujourd'hui soit ralliée à l'Algérie française, mais la mienne. Pas celle de l'OS, justement. L'Algérie avec les Algériens. Et donc aujourd'hui, que la France soit devenue une France de plus en plus algérienne, je m'en réjouis. Je m'excuse de le dire à Zemmour. Ses parents avaient déjà tort, mais je les comprends. Mais lui a d'autant plus tort, parce que finalement, ce qui est grand en France, c'est notre capacité à accueillir. Et nous devrions accueillir aujourd'hui ces Afghans qui ont souffert parce qu'ils ont travaillé avec la France. Nous le faisons un peu, mais nous devrions être fiers de tout cela, au lieu de nous calfeutrer, d'avoir peur dans ces élections présidentielles, qui seront quand même, de nouveau, parce que le peuple est d'un grand bon sens, le triomphe de la liberté, du pluralisme et d'une France généreuse. Bon, alors vous nous parlez de la République française, n'est-ce pas, qui est une autre forme de République. Peut-être qu'on reviendra sur cette comparaison entre la République américaine et la République française à propos de Quentin Skinner. Mais on mesure l'écart quand même des représentations américaines et des représentations françaises. Merci Alexandre, merci. Mais il y a un point commun, c'est que l'Amérique aussi est en train de tirer un trait sur le racisme et sur le sexisme et sur toutes ces discriminations qui ont permis à M. Trump, un autre personnage dont on a honte, d'avoir exercé la mandature suprême pendant 5 ans. 5 ans de trop. Bon, merci à vous, merci.